messieurs, je vous demande d'applaudir Monsieur Eli Cohen. Bien. Mesdames et messieurs, les organisateurs de cette journée ont été facétieux. Ils me font passer après une demoiselle qui vous a expliqué que si je faisais ça, c'est que je mentais, que si je fais ça, ça veut dire que j'ai des intentions très agressives à votre égard, et que si je fais ça, alors c'est vraiment très grave, c'est que je veux vous mordre. Alors, vous allez bien entendu m'écouter, et à travers chacun de mes gestes, vous allez pouvoir décoder immédiatement. Vous allez avoir, en d'autres termes, un discours et un métadiscours. Vous allez pouvoir écouter des affirmations, des démonstrations, et en même temps, ma gestuelle va pouvoir confirmer ou infirmer tout ce que je vais dire. Donc, j'accepte par avance de me soumettre à votre jugement. Et vous voyez, en faisant ce geste, je me dis, c'est pas mal, je suis en train d'élargir, donc je suis plus crédible. Bon, alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, le thème qui vient d'être indiqué, c'est, au fond, nous sommes en train de vivre dans un monde d'accélération des évolutions et en même temps de rétrécissement de la planète à travers la densité des échanges. Alors d'abord, sur cette accélération des évolutions, je crois qu'il faut en avoir un peu la mesure, il faut en prendre un peu la mesure. Et au fond, le plus simple, c'est que je me suis dit, regardons dans trois domaines. Le domaine de la géopolitique ou de la géoéconomie d'un côté, le domaine technologique et le domaine énergétique. Et regardons simplement ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Il y a 10 ans, la Chine était déjà un pays qui comptait. La Chine avait connu un démarrage très net à la fin des années 70, a connu pendant les années 80 et 90 une forte croissance, mais en l'an 2000, la question qui se posait, c'était quand est-ce que la Chine va commencer à connaître un ralentissement de son activité à cause des mauvais risques accumulés, à cause du surinvestissement réalisé dans un certain nombre de domaines, à cause de la difficulté à sauter dans le train de l'innovation, puisque souvenez-vous, en l'an 2000, il y avait un champion économique et politique, toute catégorie, c'était les États-Unis. En l'an 2000, les États-Unis étaient en train de ramasser tous les trophées possibles en matière économique et technologique avec la révolution de l'Internet, et on avait vraiment le sentiment qu'il y avait un immense avenir pour les États-Unis, et puis une croissance qui était plus laborieuse. Je me souviens d'une chose très simple, c'est quand on faisait des prévisions économiques sur l'évolution des grandes régions économiques de la planète, au début de l'an 2000, on disait toujours c'est l'année prochaine qu'il va y avoir un ralentissement de l'activité chinoise. Parce qu'on disait, ils avaient une croissance moyenne de 12% par an. Les organismes centraux de planification chinois nous annonçaient une décélération de la croissance. Les différents plans prévoyaient 7, 7,5, 8. Donc on se disait, il va y avoir un ralentissement. À l'inverse, les États-Unis, on avait l'impression d'un modèle politique, d'un modèle économique absolument triomphant, et en matière technologique, avec la révolution de l'Internet, des succès éblouissants. Puis dans la décennie qui s'est écoulée, la Chine a dépassé d'abord le Royaume-Uni, puis elle a dépassé l'Allemagne, puis elle a dépassé le Japon, et aujourd'hui, il y a des gens qui disent que dans les 5 années qui viennent, la Chine pourra faire jeu égal avec les États-Unis si on raisonne en parité de pouvoir d'achat. Donc, une formidable accélération de l'évolution. Et une accélération de l'évolution qui n'a pas été correctement anticipée, puisque je me souviens encore au début des années 2000, il y avait un certain nombre de collègues qui disaient que certes la croissance chinoise paraissait très forte, mais il fallait regarder de plus près les statistiques et il fallait se demander si ces statistiques n'accéléraient pas un phénomène. Or, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il y a probablement une sous-évaluation de la croissance chinoise à travers le mode d'agrégation et de production des données chinoises. Donc, une formidable accélération et en même temps un changement d'univers. Au début de l'an 2000, il y avait un modèle économique planétaire que tout le monde était appelé à imiter. C'était le modèle économique américain, un modèle fait de libéralisation, de régulation, d'innovation, avec des institutions remarquables comme les institutions universitaires, comme la gestion du cycle de vie de l'entreprise à travers le phénomène de start-up, de mise en bourse des start-up. Enfin bref, il y avait l'impression qu'il y avait un modèle économique. Et si vous vous en souvenez, en l'an 2000, on sortait de ce qui avait été la crise asiatique et il était courant de dire qu'au fond, il y avait quelque chose de pourri dans le capitalisme asiatique.
ce mélange de corruption, de prébendes, d'interventions diverses, alors qu'aux États-Unis, on avait un modèle libéral, ouvert, innovant. On parlait beaucoup à l'époque de l'innovation financière, qui était un facteur de stimulation économique et de stimulation de la croissance. Et pour des gens, pour des économistes de ma génération qui n'avaient pas eu de formation financière, parce que quand j'ai fait mes études d'économie, il n'y avait pas de formation en économie financière, eh bien des gens comme moi, au début des années 2000, se sont mis à bosser pour apprendre ce qu'était ce nouveau monde de l'économie de la finance, ce qu'était ce nouveau monde des produits dérivés, etc. Et puis, 10 ans après, le discrédit du capitalisme de marché régulé à l'américaine est à peu près total. Et on est en train de parler maintenant du consensus de Pékin, c'est-à-dire ce mélange de gestion économique basé sur de la prévision à long terme, des engagements à long terme, un rôle central de l'État, un contrôle du système bancaire et financier avec une sélectivité du crédit et des objectifs de crédit. Enfin, bref, tout ce qu'on aurait considéré comme horrible il y a 10 ans passe aujourd'hui pour un modèle de vertu. Donc, formidable accélération des événements. Deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est en matière technologique et du coup économique. Il se trouve que je suis assez jeune ou assez vieux pour avoir connu l'évolution récente des télécoms. Les hasards de la vie ont fait que j'ai participé à la réforme des télécoms et à la création et à la transformation d'une administration qui était la Direction générale des télécoms en une entreprise qui est devenue France Télécom et en une entreprise qui ensuite a été cotée et qui est même en train de changer d'identité aujourd'hui, qui s'appelle Orange. Et j'ai même été nommé dans le premier conseil d'administration de France Télécom en 1990. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en 1990, dans le chiffre d'affaires de France Télécom, la téléphonie fixe devait représenter, 80 ou 90% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est à peu près rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé la révolution de l'Internet et surtout la révolution de la voix sur IP, ce qui fait que l'activité de téléphonie fixe est devenue maintenant une activité symbolique. Il y a des tas de gens comme vous et moi qui, par paresse, ont gardé leur ancien abonnement téléphonique fixe, mais ils ne s'en servent pas du tout, parce qu'ils sont soit sur le mobile, soit sur la voix sur IP. Et donc, France Télécom a encore la chance que nous soyons tous paresseux, ce qui continue à lui assurer un flux régulier de revenus, mais en fait, la téléphonie fixe a disparu du paysage. Et ce qui était très accessoire à l'époque comme source de revenus, c'est-à-dire les tout débuts de la téléphonie mobile ont littéralement explosé, et ce qui était également très accessoire, c'est-à-dire les services de données, ont littéralement explosé et constituent aujourd'hui l'essentiel d'activité, ce qui fait que la téléphonie fixe n'est devenue qu'un sous-produit de la gestion des données et de la commercialisation des données à travers les réseaux Internet. Donc là aussi, évolution absolument formidable. Et vous imaginez pour une entreprise comme France Télécom, ce que c'est que de trouver un nouveau modèle économique en 10 ans, où ce qui était la quasi-totalité de votre activité devient une activité marginale, en source de revenus et de profitabilité. Et je suis en train de vivre exactement le même phénomène actuellement, parce qu'il se trouve qu'après avoir été dans le conseil de France Télécom, je suis descendu au conseil d'une petite filiale qui s'appelait Page Jaune, qui était la filiale annuaire. Et en 5 ans, je suis en train de connaître la même évolution. Il y a 5 ans, 75% du chiffre d'affaires de cette entreprise, c'était l'annuaire papier. Et l'année prochaine, 75% du chiffre d'affaires viendra de l'Internet. Et donc, basculement total, avec effondrement de l'activité traditionnelle historique et substitution. Alors là, c'est une substitution réussie, mais bien entendu, les entreprises qui ne sont pas capables de gérer cet effet d'avalanche, elles disparaissent purement et simplement. Là, il y a eu la possibilité de reconversion à travers une anticipation, mais là aussi, vous voyez des évolutions. Et puis, je voudrais donner un dernier exemple d'évolution massive. C'est simplement, au début de 2008. Au début de 2008, je ne sais pas si vous en souvenez, le pétrole s'est mis à flamber. Et le pétrole a atteint, en juillet 2008, je crois, $153 le baril. Et à l'époque, alors, très curieusement, quand le pétrole s'est mis à flamber, on a vu ressortir des discours sur le peak oil.
puisqu'il y a des gens qui expliquaient la hausse du pétrole par des phénomènes conjoncturels explicables, mais d'autres qui disaient, ben non, vous voyez, on a longtemps cru que le pétrole c'était là pour toujours, et maintenant on voit que c'est le début de la fin, et en gros la très forte hausse du prix du pétrole, c'était la manifestation de ce début de la fin. Et à l'époque, notamment aux États-Unis et ailleurs, on disait il va falloir trouver des énergies de substitution, on ne peut pas continuer à payer le pétrole si cher. Et quelles étaient les énergies de substitution auxquelles on pensait essentiellement? C'était au nucléaire, ou bien au cycle combiné gaz. Mais en même temps, le prix du gaz était particulièrement élevé. Je me souviens, il avait atteint à l'époque 12 $ le million de BTU. Donc, la grande solution paraissait être le nucléaire. Vous retournez aux États-Unis aujourd'hui, donc 3 ans après. Personne ne parle de nucléaire. Et par contre, tout le monde parle de gaz de schiste. Le gaz de schiste a entièrement bouleversé l'économie énergétique des États-Unis. Le gaz de schiste a d'abord contribué à l'effondrement du prix du gaz. Aujourd'hui, on envisage que les Américains soient autosuffisants en matière de gaz et qu'ils deviennent même exportateurs de gaz. Donc l'équation énergétique des États-Unis a radicalement changé en 3 ans. Vous imaginez des gens qui interviennent dans le domaine du secteur de l'énergie. En gros, quand vous décidez d'investir sur le nucléaire, le cycle de vie de votre investissement, c'est pratiquement un siècle. Entre le moment où vous concevez, le moment où vous réalisez et les 60 ans d'exploitation. Alors comment penser, comment gérer un cycle de ce type quand en 3 ans, l'équation fondamentale de l'énergie se trouve ainsi bouleversée? Donc tout ceci pour répondre à votre première question sur l'accélération des évolutions. Oui, il y a une formidable accélération des évolutions. Mais le problème, c'est que je viens de vous donner 3 exemples d'accélération des évolutions et je vous ai en même temps donné la clé de compréhension. Bon, dans un cas, c'est ce phénomène de gaz de schiste. On savait qu'il y avait du gaz de schiste possible. On a découvert une technologie de fragmentation hydraulique qui a permis de rendre l'exploitation du gaz de schiste particulièrement rentable. Dans le cas de la Chine, je vous ai montré qu'ils ont été capables de continuer à accélérer leur croissance à travers une gestion centralisée. Donc en gros, je vous ai livré le problème et la solution du problème en même temps. Mais dans le monde réel, ça ne se passe pas comme ça. Dans le monde réel, vous avez le problème, mais vous ne savez pas comment l'interpréter. Et là aussi, je vais vous en donner 2 ou 3 exemples. Premier exemple, dans l'ordre géopolitique, le 11 septembre. Lorsqu'il y a eu la chute des tours du World Trade Center à la suite des attaques d'Al-Qaïda, quelle a été la réaction immédiate? Je ne sais pas si vous vous en souvenez à l'époque. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Dans l'ordre politique, ça a été l'irruption, bien entendu, de l'islamisme djihadiste et ça a suscité toute une série de réactions sécuritaires partout dans le monde. Ça a été probablement le point de départ de l'engagement des États-Unis dans les guerres d'Irak, vous voyez, j'anticipe déjà, d'Irak et d'Afghanistan. Ça a été l'un des éléments qui a accéléré la révélation du problème pakistanais. Mais en matière économique, quelle a été la réaction à cet attentat? Eh bien, il y a eu quelques jours après l'attentat un éditorial du Financial Times qui disait « Est-ce le début de la fin de la mondialisation ?» avec un point d'interrogation. Pourquoi le 11 septembre pouvait-il représenter le début de la fin de la mondialisation? Eh bien, l'explication qui était donnée à l'époque était la suivante. Nous sommes de plus en plus dans une économie du flux tendu. Nous sommes de plus en plus dans une économie de la chaîne logistique globale. Nous sommes dans une économie de la fragmentation de la chaîne de valeur avec des activités qui sont produites aux 4 coins du monde en fonction des différentiels de compétitivité. Et donc le monde est devenu tout entier une immense chaîne logistique avec une spécialisation, une sous-spécialisation des différentes régions économiques. Et donc qu'est-ce que ça veut dire que vivre avec la menace permanente de la disruption dans la chaîne logistique? Parce que c'est ça que ça voulait dire le 11 septembre. Ça voulait dire qu'il n'y avait plus de sécurité, que du jour au lendemain, ce qui s'est passé par exemple à New York, vous savez qu'avec l'attentat, les systèmes d'information et les systèmes financiers qui partaient de Wall Street et qui irriguaient l'ensemble des États-Unis se sont effondrés et ont disparu physiquement.
Donc là, il y avait une interruption dans la chaîne de communication, une interruption dans la chaîne logistique qui paraissait absolument terrifiante. Et donc, comment pouvait-on continuer à penser une économie de la fragmentation de la chaîne de valeur et de la chaîne logistique généralisée s'il y avait des menaces permanentes sur la sécurité? Et donc, un certain nombre de gens ont dit, on ne pourra plus continuer comme ça. Il va falloir de nouveau retrouver une ancienne logique économique qui sera une logique économique non pas basée sur la séparation et la segmentation avec des réseaux mondiaux d'approvisionnement, mais peut-être une idée d'économie plus régionale, plus intégrée et moins fondée sur la séparation, sur les longues distances, d'où l'idée de la fin de la mondialisation. Est-ce que cette idée de la fin de la mondialisation a eu le moindre début de réalisation? Non, pas du tout. Quelle a été la réponse à cette menace? Ça a été la multiplication des dispositifs de sécurité, et ça a été un phénomène auquel on ne pouvait pas penser spontanément, c'est qu'après l'effondrement de l'Internet, l'un des ressorts, l'une des bases du redémarrage de la nouvelle économie, ça a été l'investissement massif dans des dispositifs de sécurité. Et en effet, le développement de tous les dispositifs de sécurité a formidablement boosté et l'activité hard de la nouvelle économie et l'activité soft de la nouvelle économie. L'industrie de la sécurité est devenue une industrie très puissante. Vous voyez comment la réponse qui a été faite est une réponse qui n'était pas du tout la réponse qu'on pouvait anticiper. Et donc un même événement, le 11 septembre, pouvait être lu comme un des facteurs de fin de la mondialisation ou de recul de la mondialisation, et comme un des facteurs, au contraire, de renforcement de la mondialisation par la multiplication des dispositifs de sécurité. Donc voilà un exemple d'évolution qui n'était pas évident. Toujours dans le domaine énergétique, j'évoquais tout à l'heure le domaine du nucléaire. Les hasards ont fait que j'ai lu récemment un certain nombre de documents qui ont été produits dans les années 50 et 60 sur le nucléaire, sur l'énergie nucléaire civile. Et ce qui m'a frappé en lisant ces papiers, c'est que les auteurs de ces études annonçaient avec le nucléaire le développement d'une énergie illimitée et pratiquement gratuite. Il y avait un formidable enthousiasme sur le potentiel du nucléaire. Et pas plus tard qu'hier, au moment où je réfléchissais à ce que j'allais vous dire, je lisais le journal et j'apprenais qu'au Royaume-Uni, les deux grandes entreprises énergétiques allemandes, RWE et E.ON, qui avaient l'intention d'investir dans des centrales nucléaires en Angleterre, avaient décidé d'y renoncer parce que le coût du nucléaire devenait trop élevé. Et oui, si vous voulez, avec l'EPR, les dispositifs de sécurité qui ont été mis en place, etc., le nucléaire n'est probablement pas compétitif, sauf à instaurer des taxes carbone très élevées qui rendraient le coût de l'usage des solutions énergétiques conventionnelles beaucoup plus coûteux. Donc, voilà. Alors, je pourrais multiplier comme ça les autres exemples. Un autre exemple aussi qui me vient à l'esprit, c'est en matière technologique. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à l'Internet. Tout le monde est habitué à disposer sur un mode interactif de base de données à partir d'un terminal qui est à la fois un terminal de communication et un terminal de travail personnel. Et là aussi, je me suis amusé à voir comment on voyait la révolution technologique à la fin des années 70 et au début des années 80. Et vous savez que c'est l'époque où nous, Français, nous avons accouché du Minitel. Alors, quelle était l'idée qu'avaient j'ai regardé les rapports de prospective en matière de télécommunications, et en France, il y avait un fameux rapport qui s'appelait le rapport Glowinski. Que disaient les gens qui, à la fin des années 70 et des années 80, essayaient de réfléchir sur les technologies futures de communication? Leur idée, c'est qu'on allait assister à une fusion des technologies de l'informatique et des télécommunications, et qu'on allait avoir des réseaux très développés avec des bases de calcul très puissantes, et donc on allait avoir une espèce de terminal banalisé qui permettait d'accéder sur un mode de requête à des centrales de données et de traitement à distance. Et donc la vision qu'on avait du système de télécommunication futur, c'est le modèle du Minitel. Et ce qui est très frappant quand vous lisez ces documents, il n'y avait absolument rien sur la révolution de la mobilité. Personne n'imaginait qu'on allait avoir des devices comme ça qui allaient être à la fois de formidables instruments de travail, des formidables instruments de communication multimédia. Donc il n'y avait pas
la vision du développement du monde du mobile et notamment du mobile multimédia, et il n'y avait pas la vision de l'Internet telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire ce moyen de communication à la fois personnel, qui permet l'accès à distance, qui fait du travail local, etc. Il y avait plutôt une organisation très hiérarchisée qui a donné naissance d'ailleurs à ce qu'on appelle le modèle télématique français. Vous vous en souvenez plus maintenant du terme télématique. Mais oui, si quand même certains dans cette salle, oui, puisque nous avons quelques cheveux blancs là. Mais vous voyez bien, il y avait le potentiel de révolution technologique formidable et l'anticipation qui a été faite notamment avec un fameux rapport Nora Mink sur l'informatisation de la société qui, en fait, traçait des plans qui se sont révélés fondamentalement faux. Donc, même quand on a l'intuition et quand on commence à imaginer des transformations importantes, encore faut-il être capable de se projeter véritablement et d'évaluer le potentiel de ces différentes innovations, de ces différentes révolutions. Alors tout ceci pour vous dire quoi? Le thème, c'est d'essayer donc de prévoir dans cet univers-là. Alors, je vais vous dire, je suis tombé amoureux d'une formule que je vais vous soumettre à méditer et qui est de l'ancien ministre de la Défense de George Bush, qui s'appelle Donald Rumsfeld. Alors, que dit cette phrase capitale? Elle dit ceci: si vous voulez vous projeter dans l'avenir et réfléchir aux évolutions technologiques et économiques majeures, géopolitiques également, pour déterminer une action, il faut distinguer 3 niveaux différents d'appréhension du réel. Il faut distinguer ce qu'il appelle les known knowns, c'est-à-dire ce que nous savons, les known unknowns, ce que nous savons que nous ne savons pas, et les unknown unknowns, ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. C'est capital, si vous voulez réfléchir à l'avenir. Il faut faire le tri entre ce que nous savons que nous savons, ce que nous savons que nous ne savons pas, et ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et bien entendu, c'est dans la 3e catégorie que se situent tous les dangers potentiels. Ce que nous savons, qu'est-ce que ça peut être? Ce que nous savons, nous savons que nous sommes dans une économie mondialisée. Nous savons que nous sommes dans une économie où le poids des BRICS, tant en termes de PIB qu'en termes d'exportation, ne va pas cesser de croître. Je dis les choses en vrac, après on verra en détail. Nous savons que les sociétés occidentales sont des sociétés vieillissantes. Et nous savons que le modèle économique de croissance de sociétés vieillissantes n'est pas le modèle économique de sociétés jeunes. Nous savons que nous avons des problèmes de réchauffement climatique. Nous savons que nous avons des problèmes à terme de pénurie de matières premières. Nous savons que nous savons tout ça. Et donc, la question après, c'est, sachant ce que nous savons, comment agir? Mais vous voyez bien que dans ce cas, l'action, je le dis juste simplement, après je développerai longuement, l'action dans ce domaine-là, ça va être une action d'adaptation. C'est-à-dire, on sait, et puis à partir de là, on va s'adapter. Alors on peut s'adapter intelligemment ou pas, on peut s'adapter en anticipant ou pas, on y reviendra après, mais nous savons que nous savons. D'accord? Puis il y a ce que nous savons que nous ne savons pas. Alors qu'est-ce que nous savons que nous ne savons pas? Par exemple, en matière énergétique, nous savons que nous ne savons pas si on va disposer assez rapidement d'une énergie renouvelable, propre, peu coûteuse, et qui permettra d'être une réponse au problème de la raréfaction des sources d'énergie fossiles. Voilà un exemple. Bon, qu'est-ce que nous savons que nous ne savons pas? Nous savons par exemple que nous sommes actuellement dans une crise de l'euro, mais nous ne savons pas si l'euro va survivre ou pas. Et surtout, nous ne savons pas si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y aura encore un euro, si on en aura profité pour pousser l'intégration et la fédéralisation de l'Europe, ou si à l'inverse, l'euro va éclater et on va se retrouver dans une configuration de pays qui vont chercher à retrouver une autonomie dans un monde où la partition sera devenue beaucoup plus difficile à jouer pour des petits pays européens fragmentés. Ça, nous ne savons que nous ne savons pas.
D'accord? Et puis, il y a ce que nous ne savons pas, que nous ne savons... Ah pardon, j'ai pas fini. Sur ce que nous savons, que nous ne savons pas, comment agir quand on sait qu'on ne sait pas. Comment agir? Là, c'est le domaine typique du scénario probabilisable, qui consiste à dire, on peut faire un certain nombre d'hypothèses robustes sur la base des évolutions connues, on peut dessiner des trajectoires, différencier les trajectoires, et puis surtout, on va se donner le moyen de probabiliser les différents scénarios. Par exemple, si vous me demandez, vous, Eli Cohen, comment vous probabilisez le scénario d'éclatement de la zone euro dans l'année qui vient, je vous dis, moi je ne donne pas. Vous savez que juste l'année dernière, un brillant essayiste avait dit que l'euro ne passerait pas Noël. Donc ça veut dire que lui, son scénario avait une probabilité affectée de plus de 50%. Moi, je dirais plutôt 5%, si vous voulez, pour l'année. Mais il faudra que je développe davantage tout à l'heure. Je ne vous demande pas de me croire sur confiance, sur parole, surtout pas. Donc vous voyez, là, la méthode est une méthode non pas d'adaptation, mais une méthode de scénarisation et probabilisation. D'accord? Et puis enfin, il y a ce que nous ne savons pas, que nous ne savons pas. Alors comment peut-on parler de ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas? Par définition. Là, on est dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler l'incertitude radicale. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme exemple qui nous viennent à l'esprit? Là, c'est vraiment, je fais appel à vos imaginations. Mais par exemple, dans le domaine qui est un des sujets qui peut nous inquiéter, qui est le domaine du réchauffement climatique. Il y a certains spécialistes, dont je ne suis pas, du réchauffement climatique qui disent qu'il peut y avoir des phénomènes d'emballement thermique. C'est-à-dire que, quelque part, si la hausse de la température moyenne à la surface de la planète dépasse, alors certains disent 4, d'autres 5, d'autres 6 degrés, on peut avoir des phénomènes d'emballement avec des évolutions massives dans l'écosystème planétaire. Bien. Et ils vous décrivent cela avec la disparition, la hausse des océans et la disparition d'un tiers des terres, vous voyez ce type de scénario, vous en avez entendu parler. Alors, comment réagir face à ce genre de scénario qui ne peut pas être probabilisable, là? Vous ne savez pas, vous êtes dans une situation d'incertitude absolue. Comment gérer ce phénomène d'emballement thermique? Alors vous pouvez dire, non, ça vraiment, on ne sait pas. Eh bien non, même dans ce domaine-là, il y a des gens qui réfléchissent et vous voyez quelle est la base de leur réflexion. Vous en avez beaucoup entendu parler, c'est très décrié, c'est le principe de précaution. Et alors après, bien entendu, il faut le décliner. Et il y a un certain nombre d'économistes qui ont fait des travaux là-dessus, qui se sont dit, écoute, imaginons qu'il y ait ce phénomène d'emballement thermique tel qu'il nous est décrit par les météorologues, les physiciens du globe, etc. Et qui nous disent que ça a comme effet d'inonder un tiers des surfaces. On calcule quel est le coût économique, ça on sait le faire, avec les guerres, les massacres qui auront lieu, les guerres vertes, on fait un certain nombre de projections, de coûts à moyen terme sur la base de ce scénario qui nous est livré par les météorologues. Et on détermine un coût. À partir de là, vous avez deux démarches possibles. Soit vous dites, qu'est-ce que ça me coûterait aujourd'hui si je dépense pendant 10 ans, 20 ans, l'argent nécessaire pour éviter la réalisation de ce scénario? Donc si vous voulez ça va être la détermination des coûts d'évitement. D'accord? Et puis, après, qu'est-ce que ça me coûterait de réparer les effets de cet événement s'il survenait? Ce sont les coûts de remédiation. D'accord? Et je vais comparer les coûts d'évitement et les coûts de remédiation sur la base d'un scénario qui ne m'a pas été donné, mais qui a été imaginé par certains. Et vous voyez bien que là, il ne s'agit pas de probabiliser. Il n'y a rien de probabilisé là. On ne se pose absolument pas la question de la chance de survenue de cet événement ou du coefficient de probabilité qu'on attache
à la survenue de cet événement. Pas du tout. On dit juste, voilà ce que produirait cet événement, tel qu'il m'est décrit par les physiciens du globe, voilà ce qui coûterait de l'éviter, et voilà ce qui coûterait de réparer les effets. Et là-dessus, il y a eu toute une série de travaux d'économistes. Donc voilà, je voulais commencer par vous dire la distinction entre ces trois éléments, sur comment se comporter dans un univers où on sait qu'on sait, comment se comporter dans un univers où on sait qu'on ne sait pas, et comment se comporter dans un univers où on ne sait pas qu'on ne sait pas. Bien, alors maintenant, il faut essayer d'entrer davantage dans les travaux pratiques et descendre un peu plus profond pour chacun des scénarios. Alors, ce qu'on sait, on va parler un peu de la France maintenant. On sait globalement, vous tous, dans cette salle, qu'au cours des 10 dernières années, du fait de la globalisation, de la mondialisation, de l'intégration européenne et de l'incapacité des gouvernements français, du public français, de la population française à répondre à ces défis, on sait, au cours des 10 dernières années, que notre position compétitive en Europe et dans le monde s'est profondément dégradée. Ça, vous le savez tous. On a perdu un tiers de nos parts de marché en 10 ans. On a connu une désindustrialisation massive. Notre poids relatif au sein de l'Europe a baissé de 30%. Alors, quand on essaye de réfléchir au pourquoi, du comment, etc., là, on commence à avoir des débats. Certains disent que les problèmes essentiels de la France tiennent à des phénomènes de compétitivité coûts, c'est-à-dire nos coûts salariaux directs et indirects, nos coûts fiscaux, etc., se sont élevés beaucoup plus vite que ceux de nos voisins. Puis il y en a d'autres qui disent non, le problème c'est que nos entreprises n'ont pas été capables de monter en gamme, de faire la différence, n'ont pas été suffisamment innovantes, n'ont pas été capables d'aller chercher les marchés là où ils se trouvaient, peut-être parce qu'ils avaient des marchés domestiques qui leur suffisaient, qui étaient suffisamment rentables, à cause de la part de la consommation dans le PIB français. Enfin, au total, je dirais compétitivité coût ou hors coût, peu importe, à la limite, ce qu'on constate, c'est une dégradation profonde de la situation des entreprises qui se traduit notamment par l'évolution de leur excédent brut d'exploitation qui a fortement baissé au cours des 10 dernières années et qui fait qu'ils n'ont pas été capables d'investir, qui n'ont pas été capables de faire de la recherche, qui n'ont pas été capables d'innover, qui n'ont pas été capables d'exporter. Alors, tout ça, on sait qu'on sait. Alors, comment faire à partir de là? Et je ne sais pas qui m'en a parlé tout à l'heure, justement, on a le contexte des élections. Et théoriquement, dans un contexte d'élection, on devrait assister à des débats sur ces enjeux-là. On devrait avoir à la fois un diagnostic partagé ou pas partagé, mais on devrait avoir un diagnostic. On devrait avoir des lignes de force, d'action, de réforme qui doivent permettre de remédier à cette situation. Et on devrait pouvoir, à partir de là, choisir, en citoyen éclairé, la voie qui nous semble la meilleure. Alors, est-ce que les élections que nous connaissons actuellement permettent de progresser dans ce sens? Au risque de vous surprendre, je vous répondrai oui. Oui, parce que vous avez là en tête le débat sur la viande halal, le 75%, les immigrés qu'on va courser dans la frontière italo-française, etc. Mais si vous avez été vigilant, dans la toute première partie de la campagne, avant que ne démarre la phase pugilistique, eh bien, il y avait un accord assez étonnant, à gauche et à droite, pour dire qu'on avait un vrai problème de finances publiques, que nos finances publiques, avec leur déficit et la dette, n'étaient plus soutenables, et que nous allions, dans les années qui viennent, avoir comme première priorité de maîtriser ces problèmes de finances publiques. Donc, il y avait un accord assez large. Et par exemple, phénomène étonnant, pour la première fois, un candidat de gauche a dit dans la phase des primaires, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été désigné, c'est que sa première priorité serait de gérer la décrue des déficits de finances publiques pour les porter de 5,5 à 0% en 5 ans. Donc, nos hommes politiques se sont engagés là-dessus. Deuxième chose, un truc qui m'a beaucoup surpris, moi aussi, c'est qu'à gauche, à droite et même au centre, on a fait de la question de la compétitivité et des écarts de compétitivité, notamment par rapport à l'Allemagne, un des grands sujets. Et la meilleure preuve, c'est que dans les différentes propositions fiscales qui ont été avancées, ce souci de la compétitivité est un souci important. Par exemple,
lorsque un candidat dit qu'il va balancer une partie des charges qui pèsent aujourd'hui sur le travail de manière indue vers une autre assiette qui est une assiette de consommation, ce qu'on appelle la fameuse TVA sociale, il y a bien cette idée qu'on veut attaquer à la racine le problème de compétitivité en allégeant les coûts qui pèsent sur le travail de manière indue, puisqu'en France, nous avons inventé ce système baroque où des allocations universelles qui servent des politiques qui n'ont rien à voir avec le travail, comme la politique familiale, sont assises sur une base qui est une base travail à travers des cotisations patronales. Donc, là aussi, il y a eu une prise de conscience importante sur la nécessité de ce que certains ont même appelé un choc de compétitivité qu'il faudrait réaliser pour permettre à la France de retrouver un sentier vertueux de croissance. Et puis, troisième élément, là aussi dans la pré-campagne, c'est cet accord général pour dire maintenant il faut véritablement investir dans la connaissance, l'innovation. Alors vous avez d'un côté le programme investissement d'avenir qui a été mis en place et qui est en voie de réalisation accélérée, et de l'autre vous avez toutes les propositions qui visent à renforcer les forfaits en matière d'éducation, etc. Donc, a priori, on pourrait dire, ben voilà, le problème a été correctement identifié et les actions de remédiation du côté de l'État sont précisées au travers de ces trois priorités que sont la maîtrise des finances publiques, la réforme fiscale pour stimuler la compétitivité et des investissements d'avenir pour élever le potentiel de croissance à moyen et à long terme. Bon, la vérité, c'est que j'enjolive un peu les choses parce que le débat électoral au jour le jour, il n'est pas de cette qualité-là. Et puis surtout, depuis 3 semaines à peu près, on assiste à un concours Lépine des inventions toutes plus risibles les unes que les autres, sans aucune évaluation quantitative des effets. Et puis surtout, on est dans un monde où les principes que j'ai évoqués au début ne se traduisent pas par la réalité des propositions et des engagements. Je m'explique. Si on dit qu'on va passer en 5 ans d'un déficit de finances publiques qui représente 5,5% du PIB à 0%, ça veut dire que dans les 5 ans qui viennent, on va faire un effort de 110 milliards d'euros, soit de restriction de dépenses, soit d'augmentation des recettes. 110 milliards d'euros, c'est, à titre d'illustration, 2 fois le produit annuel de l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire, c'est comme si on vous triplait l'impôt sur le revenu. Vous me suivez? Comment? Attendez, j'ai dit non. Vous pensez bien. Donc, à un extrême, si on met tout sous forme de hausse des recettes, c'est ce que ça donne. À un autre extrême, il fallait attendre que je finisse ma phrase. À un autre extrême, on peut dire on va faire 110 milliards d'euros d'économie. 110 milliards d'euros d'économie, qu'est-ce que ça représente? Je vais vous donner juste un chiffre. Le budget total de l'éducation nationale, c'est 65 milliards. Donc ça veut dire qu'on va supprimer 2 fois l'équivalent du budget total de l'éducation nationale. Avec ses 13 millions d'élèves, son million de fonctionnaires, etc. Donc c'est des ordres de grandeur absolument phénoménaux. Alors pour répondre à votre objection, on sera quelque part au milieu. C'est-à-dire, on fera probablement une moitié de hausse des impôts et une moitié de baisse des dépenses. Mais personne ne vous a dit exactement où on allait faire les coupes et où on allait faire les hausses. Parce que là, il risquait d'y avoir tout de suite une montée des oppositions. Alors que, en fait, les idées sont assez simples. Moi, je me suis un peu intéressé à ces problèmes de fiscalité. Les données sont très simples, hein. Je vais vous donner juste 2 ou 3 exemples qui montrent l'incroyable simplicité de ces problèmes. Nous avons un impôt sur le revenu dont le rendement est de 55 milliards d'euros. Mais nous avons face à ça des niches fiscales appuyées sur l'impôt sur le revenu qui font perdre l'équivalent de 35 milliards d'euros de recettes. On pourrait, c'est le type de réaction basique d'un économiste, dire bah, écoutez, on supprime purement et simplement toutes les niches fiscales et puis c'est tout, quoi. Alors ça ne donnerait pas 35 milliards, parce qu'il y aurait bien entendu des comportements d'optimisation, mais ça donnerait, disons, 20. Et là, vous réalisez déjà
une partie significative de l'effort. Bon, voilà un exemple. On peut, en regardant, par exemple constater que le niveau de TVA de la France aujourd'hui est de 19,6. Et quand on regarde les comparaisons entre le niveau de TVA en France et dans les autres pays européens, notamment par rapport aux pays avec lesquels on est en rivalité maintenant, au niveau des plus hauts prélèvements effectués. Vous savez que dans les champions du monde de la dépense publique, il y a maintenant le Danemark en numéro 1 et la France tout de suite en numéro 2. Et donc on fait une espèce de course entre la France et le Danemark. Alors je vous annonce qu'on va probablement rattraper et dépasser le Danemark assez rapidement, parce que sur la tendance actuelle, nos prélèvements obligatoires vont fortement augmenter, puisque quand on va réduire les déficits, mécaniquement, nos prélèvements obligatoires vont augmenter. Et donc, les choses vont se passer assez rapidement. Mais si on réfléchit, encore une fois, sur le moyen de régler les choses, eh bien, on peut imaginer, par exemple, des impôts d'un très fort rapport. Il y a des idées qui flottent, comme par exemple une taxe foncière qui se situerait, elle existe aux États-Unis. Comme vous le savez, 60% du patrimoine des ménages français est dans le foncier et l'immobilier, quoi. Donc une taxe même faible sur le foncier serait d'un excellent rapport. Donc voilà, les propositions qu'on peut avoir à l'idée, mais bien entendu, vous n'entendrez jamais rien de tout ça dans le cadre de cette campagne électorale. Il faut surtout n'en rien dire pour que ça intervienne après. Et il y a cette chose très bizarre en France qui étonne beaucoup les journalistes étrangers qui viennent m'interroger quand je leur explique qu'en France, les arguments qui valent pour conquérir le pouvoir ne sont pas les arguments qui valent au moment de l'exercice du pouvoir. Cette espèce de dichotomie et cette séparation entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à expliquer. Enfin voilà. Donc on sait qu'on sait tout ça et on sait parfaitement ce qu'on devrait faire et on sait même que ça va être fait. Donc vous pouvez être sûr qu'il y aura des baisses de dépenses et des augmentations d'impôts. Et d'ailleurs, compte tenu de ce qu'est la France, plus d'augmentations d'impôts que de baisses de dépenses. Voilà. Alors, pour ce qui est maintenant de la réaction des chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise confrontés à une situation de ce type, c'est-à-dire des coûts salariaux unitaires élevés, une hausse probable des prélèvements, alors qu'ils payent déjà des impôts sur le cycle productif qui sont parmi les plus élevés, dans un monde qui est un monde ouvert, avec la montée en puissance des émergents, et avec surtout le problème de la France, qui est que la France est spécialisée dans le milieu de gamme, c'est-à-dire le domaine qui est le plus attaqué par la montée des émergents d'un côté, et par la capacité qu'ont ceux qui contrôlent le haut de gamme à projeter des effets d'image sur leurs moyens de gamme, je pense notamment à l'Allemagne. Donc nous sommes typiquement pris en sandwich. Et donc la réponse pour les entreprises, qui est la réponse d'adaptation, c'est bien entendu innover, 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 parce qu'il n'y a aucune possibilité de s'en tirer en maintenant les anciens modèles économiques. Et à ce propos, ce qu'il y a de bien dans mon métier, c'est que je rencontre des tas de gens. Et l'autre jour, j'étais invité au ministère des Finances par M. Lelouch à débattre des perspectives du commerce extérieur français. Et il y avait à côté de moi le patron de Urgo. Vous connaissez Urgo, les pansements Urgo? Et alors, avant qu'il parle, je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce que le monsieur qui fait le sparadrap Urgo peut nous expliquer sur l'innovation et la conquête de marchés extérieurs? Vraiment. Alors il a commencé, il était très malin ce mec-là, il avait son petit sac, et il a commencé par montrer le sparadrap Urgo. Il dit, vous voyez, ce sparadrap Urgo, moi, mon coût de fabrication, c'est 1,12 €, le lot de 10. Quand je suis arrivé à la tête de mon entreprise, la première chose qu'on m'a dite, c'est que les Chinois arrivaient sur le marché français et qu'ils allaient vendre sur le marché français mon sparadrap, bien imité, bien réalisé, à 0,86. Donc j'étais mort. Donc il dit, la première réaction que j'ai eue, c'est celle que tout le monde m'a conseillée, c'est d'aller délocaliser totalement ma production en Chine et réimporter en France cette production de sparadrap. Et puis, comme le mec avait une formation d'ingénieur et qu'il s'était frotté aux chercheurs de l'ESPCI à Paris, où il avait rencontré des gens qui étaient spécialistes des matières molles, de la diffusion, par pansement de produits thérapeutiques, etc. Il a posé la question à ses collègues, il leur a dit
est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de novateur dans le domaine du pansement soignant, quoi? Alors, ils ont réfléchi, ils ont travaillé, et ils ont trouvé un dispositif thérapeutique qui est une espèce de grand pansement que vous mettez sur une plaie. Vous posez ce pansement sur la plaie, et il y a tous les principes actifs qui sont dans le pansement même, qui permet de cicatriser en 7 jours et de traiter la plaie, puisque tous les produits et tous les principes actifs sont là-dedans. Alors, ce dispositif qu'ils ont inventé est coûteux. Il coûte 100 €. Donc, on ne peut pas l'appliquer sur les petits bobos. Il faut que ça soit des plaies véritablement importantes. Eh bien, ce produit a eu un formidable succès en France. Il a pu le vendre partout en Europe. Il est maintenant en train de le vendre en Chine. Et du coup, il a délocalisé complètement sa production de pansements de base. Donc voilà, cet exemple est intéressant parce que c'est un produit de consommation courante. Or, vous savez que le commerce extérieur de la France dans le domaine des produits de consommation s'est littéralement effondré au cours des 10 dernières années. C'est un produit où, théoriquement, la réponse première est une réponse qui aurait été une réponse de délocalisation, et où vous voyez, en mobilisant de la recherche, de l'innovation, on a pu inventer un produit qui a permis un redémarrage. Alors, depuis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce cas n'était pas isolé, et que notamment dans le domaine des textiles médicaux, il y avait une entreprise, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tuan, qui s'est beaucoup développée également dans ce domaine-là. Et là aussi, c'est une histoire très amusante que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais où vous voyez que des produits banalisés peuvent être transformés en des produits en très forte valeur ajoutée. Et comme j'ai eu des problèmes récemment de coûts, là, j'ai pu expérimenter moi-même les produits Tuan, qui permettent si vous voulez, des colliers de contention qui sont beaucoup plus souples que les anciens modèles traditionnels qui étaient très rigides, etc. Donc voilà. Donc dans un contexte de ce type, compte tenu de ce qu'est la situation économique internationale, de ce que va être l'évolution probable, de ce que sont nos problèmes de compétitivité, il n'y a pas d'autre solution pour les entreprises françaises que de monter en gamme. Ou pour régler la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que nous sommes dans une situation de compétitivité coût ou de compétitivité hors coût? La réponse est très simple. La France n'a pas la structure de coût des produits qu'elle fabrique. Et donc, pour s'en tirer, il faut qu'elle ait les produits qui justifient sa structure de coût. Et donc, il y a nécessairement une montée en valeur ajoutée. Et donc, il y a nécessairement un travail d'innovation à faire dans toutes les dimensions de l'innovation, la dimension produit, process, commercial, marketing, tout ce que vous voulez. Donc voilà ce qu'est une réponse adaptative dans une situation où nous savons que nous savons. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les situations où nous savons que nous ne savons pas? Et là, on a un sujet absolument passionnant, c'est l'avenir de l'euro. Et c'est un sujet très concret. Moi, je rencontre tous les jours des gens qui me disent qu'est-ce que vous, économistes, avez à nous dire sur les perspectives de l'euro à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans? Parce que vous voyez bien, le problème de l'euro aujourd'hui, pour un industriel, c'est un problème éventuel de risque de change, c'est un problème de risque de crédit, c'est un problème de risque économique. Donc c'est vraiment un sujet qui concentre tous les problèmes. Et comment voulez-vous faire une stratégie pour les années qui viennent si vous ne pouvez pas faire quelques hypothèses raisonnées et probabilisées sur l'avenir de l'euro? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade qui nous permette de progresser dans la réflexion? La première chose qu'on peut dire, c'est que cette crise est une crise très sérieuse, parce qu'elle est le résultat de 2 phénomènes. Un, de notre incapacité collective à gérer des problèmes du type de ceux qui sont apparus au cours des dernières années, qui ont été les problèmes de dette souveraine grecque, puis après espagnole, italienne, portugaise, irlandaise, etc., avec les problèmes qui vont avec, qui sont les problèmes bancaires, puisque nous sommes dans une situation dont je crois que vous devez être conscient. La situation actuelle, c'est une situation dans laquelle des banques affaiblies empruntent de l'argent à très faible taux pour le reprêter à des États eux-mêmes affaiblis. Et donc, vous avez une situation où on demande aux banques de provisionner le risque des prêts qu'ils font à l'État
et on demande aux États de garantir les banques qui sont elles-mêmes affaiblies. Hein, donc vous vous dites, comment on en sort là? Donc vous avez donc cette crise qui est la crise de base. Et puis vous avez une crise plus fondamentale qui est qu'en fait, quand on y réfléchit avec le recul, l'édifice qu'on a mis en place après le traité de Maastricht, et donc la constitution de la zone euro, comporte des défauts de conception graves qui font que le système ne peut pas fonctionner en l'état durablement. Quels sont ces défauts de conception graves du traité de Maastricht? Le premier défaut grave, c'est que les hommes politiques, ivres de leur puissance, ont considéré qu'il suffisait de créer une monnaie unique avec une banque centrale sur un marché unique pour que spontanément les économies très différentes des différents pays européens convergent. La grande idée, c'était le modèle de la convergence économique, de la synchronicité des cycles. Alors les économistes ont dit dès le départ, pardon, mais dans le monde réel, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on fait une union monétaire avec un marché unique, ce à quoi on assiste, ce n'est pas une convergence grandissante, c'est à une divergence grandissante avec des phénomènes de spécialisation territoriale. Ce que nous expliquions, c'est que des pays qui étaient industriels dans le cadre du marché unique et de la monnaie unique allaient devenir encore plus industriels, et que les pays qui étaient des pays de services et de services touristiques en particulier allaient devenir des pays encore plus de services et encore plus touristiques. Donc ce n'était pas une idée qui allait se réaliser. Et qu'est-ce qu'on a observé en 10 ans de zone euro? On a observé que les économistes avaient raison, c'est-à-dire qu'on a assisté à une divergence grandissante entre les économies. En gros, les pays du nord de l'Europe qui étaient industriels, exportateurs et vertueux financièrement sont devenus encore plus industriels, encore plus exportateurs et encore plus vertueux. Et les pays du sud de l'Europe ont connu la désindustrialisation, la crise chronique de finances publiques et du coup les déficits de balance courante qui n'ont cessé de s'accroître. Donc voilà, premier élément qui n'a pas marché. Deuxième élément qui n'a pas marché, quand on a créé l'euro, on s'est dit, à partir du moment où on a une monnaie unique, qui est en même temps une monnaie commune, un euro allemand est égal à un euro grec. Il n'y a pas photo. C'est la même monnaie. On ne peut pas différencier un euro allemand d'un euro grec. Et d'ailleurs, dans un premier temps, les marchés ont plébiscité l'euro. Et les spreads de taux qui étaient très élevés avant la création de l'euro ont totalement disparu pendant les 8 premières années de l'existence de l'euro. Et on considérait donc que de la dette grecque était aussi bonne que de la dette allemande. Jusqu'en octobre 2009. En octobre 2009, il y a un nouveau Premier ministre grec, M. Papandréou, qui succédait à quelqu'un de la droite, est venu et il a dit « Écoutez, je suis désolé, au début de l'année, on avait annoncé que notre déficit serait de 3%, puis en cours d'année, on vous a dit qu'il serait de 6%, pardon, mais le déficit réel sera de 12%. » Alors là, les marchés, les investisseurs, les fonds de pension, du jour au lendemain, on dit « Mais attendez, qu'est-ce qui se passe là ?» Donc du jour au lendemain, plus personne n'a voulu avoir de la dette grecque. Et donc du jour au lendemain, un euro grec ne valait plus un euro allemand. Et donc il y a eu du jour au lendemain un tarissement du financement des pays d'Europe du Sud. Et c'est là qu'on a inventé après des dispositifs de sauvetage, mais ça voulait dire une chose, ça voulait dire que la contrainte extérieure d'équilibre de balance courante revenait. Pourquoi ? Parce que ça voulait dire que du jour au lendemain, un pays qui était déficitaire ne pouvait plus financer son déficit en balance courante. La balance courante, c'est balance commerciale, si vous voulez. Donc la deuxième découverte qu'on a faite, c'est que ce système de la monnaie unique, marché unique, basé sur l'idée que les différents pays avaient une monnaie qui avait la même valeur, eh bien ça ne marchait plus. Puis la troisième idée aussi du pacte de stabilité qui n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait, vous vous souvenez, ce pacte de stabilité et de croissance qui était censé polisser le comportement des pays pour qu'ils ne fassent pas des déficits excessifs, source d'inflation. Et on a constaté que, en fait, tous les pays
à peu près, avait violé à un moment ou à un autre ce pacte sans qu'il y ait de sanctions. Donc voilà, on se trouve dans cette situation. Alors à partir de là, comment imaginer la suite des événements ? En gros, il y a 3 scénarios possibles. Il n'y en a pas 36, c'est ça qui est bien. Premier scénario, c'est que les réformes qui ont été décidées, notamment le dernier traité constitutionnel qui va être bientôt soumis à l'approbation des différents parlements, et qui est un traité de rigueur budgétaire, qui va inscrire dans la constitution des différents pays l'obligation de l'équilibre budgétaire. Vous savez qu'il est question qu'on inscrive dans notre constitution que notre déficit ne devra pas dépasser 0,5% par an sur l'ensemble d'un cycle économique. Donc la première idée, c'est de dire, ce principe, plus les réformes qui ont été faites dans le cadre communautaire, vont marcher, et donc on va revenir progressivement vers un sentier de croissance économique vertueux. Il y a une période difficile à passer, de 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, les pays vont faire les efforts nécessaires, et ça va aller. Donc vous voyez, c'est un scénario qui consiste à dire les décisions prises, les réformes faites, notamment lors des différents sommets de la dernière chance, où notre cher président venait nous annoncer comme un métronome tous les 3 mois que tous les problèmes avaient été réglés grâce à son action vigoureuse et à l'aide de Mme Merkel. Donc c'est en gros croire à ce scénario-là. Alors, quel coefficient de probabilité peut-on affecter à ce scénario ? Donc ça veut dire qu'avec le système actuel, il suffit d'observer pour que ça marche. Et donc, bien entendu, ça exclut qu'il faille de nouveaux plans de sauvetage, ça exclut que l'un ou l'autre des pays quitte la zone, ça exclut qu'on ne soit dans une situation macroéconomique ingérable qui nous conduise à réviser. Premier scénario. Deuxième scénario, donc ce premier scénario ne marche pas pour toutes les raisons que je vous ai indiquées, et notamment pour une raison qui va être manifeste dans les mois qui viennent. La situation actuelle, c'est une situation où on demande à des pays dont l'activité économique décline, le PIB de la Grèce va baisser de 7% cette année. Le PIB espagnol va baisser également. Donc on demande à des pays dont le PIB va baisser de réduire en même temps leur déficit. Donc ça veut dire que même si on ne leur demandait pas de réduire leur déficit, le ratio dette sur PIB augmenterait mécaniquement puisque le PIB baisse. Donc on leur demande non seulement de compenser l'effet mécanique de la décroissance du PIB, mais on leur demande un effort supplémentaire de maîtrise des dépenses. Ce qui fait par exemple que la Grèce a déjà baissé les salaires et les retraites en Grèce de plus de 20%. Et donc on est en train de dire à ces gens-là, ce que vous avez fait c'est bien, mais c'est très insuffisant. Il va falloir que dans les années qui viennent, vous fassiez le double. Or, vous avez vu, troisième phénomène, il y a déjà une effervescence sociale et politique qui est difficilement gérable. Regardez ce qui est en train de se passer en Espagne et regardez ce qui va se passer au Portugal dans les prochains mois. Donc, et puis surtout, un calcul de coin de table montre que la solution qui a été trouvée à la Grèce ne fonctionnera pas. Et que la dette sur PIB qui doit passer de 160 à 120 d'ici l'an 2020, comme a prévu l'accord qui a été fait, en fait, ne produira absolument pas les résultats qu'on en attend, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Bon. Et en même temps, comme vous le savez, pour calmer la crise, on a mis en place un mécanisme de financement par la Banque centrale, ce qu'on appelle l'opération Draghi. On a injecté dans les circuits bancaires européens 1 200 milliards d'euros, juste pour permettre aux banques de continuer à fonctionner et surtout de permettre aux banques de continuer à acheter de la dette de leur propre pays. Sinon, des pays comme l'Italie ou l'Espagne n'auraient pas pu placer leur propre dette, puisque à la veille de cette intervention, le coût de la dette italienne était passé à 7,6%. Un pays qui a un ratio de dette sur PIB de 120% ne peut pas financer une dette à 7,6%. Donc, la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'au bord du précipice, on sait toujours prendre les bonnes décisions, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'aucune de ces décisions ne règle le problème. Et puis, il y a le troisième scénario,
qui est un scénario d'éclatement de la zone euro. Alors là, vous faites un travail de probabilisation et ma conviction à moi, c'est que on fera, dans les 2 années qui viennent, les efforts nécessaires pour éviter que ça éclate. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'alors même que les Allemands s'en défendent en disant qu'ils n'accepteront en aucun cas aucune forme de relance économique, qui n'accepteront en aucun cas un assouplissement de la règle et qui n'accepteront en aucun cas une forme de mutualisation de la dette, eh bien, ils seront, d'une manière ou d'une autre, obligés de choisir l'une de ces 3 options parce que, après avoir beaucoup hésité, j'en suis venu à la conclusion que l'Allemagne n'avait pas intérêt à l'éclatement de la zone euro. Ce n'était pas évident. On sait qu'il y a eu des débats parmi les dirigeants allemands sur le point de savoir si ça valait vraiment la peine de continuer. Je suis peut-être trop long. Non, mais je suis proche de la fin, là. Donc ma conviction... J'ai combien ? C'est bon. Donc ma conviction, c'est que l'Allemagne fera le nécessaire. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'installer mentalement dans une crise qui sera longue, avec des soubresauts périodiques, avec des crises au bord du précipice, des solutions de la dernière chance qui permettront le maintien du système, mais sur fond d'une dégradation continue de la situation des pays d'Europe du Sud. Et ne me posez pas la question de savoir où s'arrête l'Europe du Sud et où commence l'Europe du Nord, puisque vous savez que la grande question, c'est la France là-dedans. Mais je crois qu'à vos sourires, vous avez compris où je mettais la France. Donc, on va avoir ce phénomène qui va être un phénomène durable. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir agir. Alors, comment, puisque ce qui nous intéresse, c'est comment les entreprises réagissent dans ces domaines-là, vous êtes un investisseur. Et vous avez, par exemple, des projets de développement en Grèce. Comment vous faites ? Vous avez un risque de change qui n'est pas nul. Parce que, même dans mon scénario favorable, je n'exclus pas qu'à un moment ou à un autre, la Grèce sorte de manière pacifique et ordonnée, avec des aides, tout simplement parce que la Grèce, dans aucun cas de figure, n'est capable, dans les 10 ans qui viennent, de régler ses problèmes, même avec les aides les plus importantes qu'on pourrait lui apporter. Il faudra, à un moment ou à un autre, qu'il y ait des transferts permanents qui soient faits à la Grèce. Donc, je ne sais pas, dans mes idées les plus folles, je me dis peut-être qu'un jour, le budget européen prendra en charge directement les dépenses de défense de la Grèce, en disant que la Grèce joue un rôle important. Peut-être que le budget européen prendra en charge directement l'indemnisation du chômage, parce que, bon, mais en tout cas, dans aucun cas de figure, la Grèce ne peut s'en tirer seule. Donc vous êtes, vous, un investisseur, et vous vous demandez si ça vaut la peine d'investir en Grèce. Donc vous avez un risque de change. Dans combien de temps le risque de change risque de se matérialiser ? Est-ce qu'il risque de se matérialiser dans l'année qui vient ? Probabilité faible. Dans les 2 ans qui viennent, probabilité plus élevée. Donc il faut que vous évaluez le couple risque-rendement. Si vous avez un investissement qui a un très fort rendement à court terme, à ce moment-là, votre couple risque-rendement peut être favorable. D'accord ? Vous avez ensuite un risque de crédit. Question, est-ce que vous financez votre opération entièrement en fonds propres ou est-ce que vous mobilisez du crédit local ? Si vous faites tout en fonds propres, le risque est important, même à 2 ans. Par contre, si à la suite du refinancement des banques grecques par les mécanismes de l'EFSF et de l'ESM, les banques grecques se remettent à emprunter, si vous empruntez en eurodrachmes et que vos revenus sont en eurodrachmes, bon, là, ça devient quelque chose qui est envisageable. Par contre, si vous empruntez en euromarques et que vos flux de revenus sont en eurodrachmes, là, ça pose des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, etc., etc., il y a des risques économiques. Par exemple, si votre client essentiel, c'est le secteur public grec, il faut que vous teniez compte du fait que l'État grec paye de plus en plus mal ses propres fournisseurs. Par exemple, il y a des ardoises de produits médicaux qui font que les laboratoires pharmaceutiques ont menacé de ne plus fournir les hôpitaux grecs. Donc voilà, on peut donc, même ce que je cherche à vous démontrer, c'est que même dans des situations où on ne sait pas
ce qui risque de se passer dans les 2 ou 3 ou 5 années qui viennent, on peut probabiliser et on peut faire des calculs sur le couple risque-rendement. Donc voilà ce que je voulais vous dire donc, sur ce qu'on sait qu'on ne sait pas et comment on peut répondre à ces problèmes par des scénarios probabilisables. Enfin, dernier élément, mais je ne vais pas beaucoup insister là-dessus parce que là, c'est plus vos imaginations qui sont à solliciter sur ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas et quels sont les effets du ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Je crois que le grand domaine d'application, c'est bien entendu tout ce problème des dérèglements climatiques et des problèmes énergétiques qui y sont associés. Et là, ce qui me frappe, c'est comment, au cours des dernières années, ce sujet qui était un sujet vibrant, qui était un sujet d'une actualité forte, avec notamment le rapport qui a été fait par un économiste éminent qui s'appelle Stern, le rapport Stern qui a été fait, donc qui justement reprenait les problématiques que je vous développais tout à l'heure sur la différence qu'il peut y avoir entre les coûts d'évitement et les coûts de remédiation face à un phénomène d'emballement climatique et qui imaginait différents scénarios de réchauffement à 2 degrés, à 3 degrés, à 4 degrés, et qui essayait de calculer précisément ce que pouvaient être les investissements à réaliser pour éviter les phénomènes extrêmes qu'on voulait éviter. Je remarque que ce débat qui était au cœur de l'actualité il y a 3 ans et qui nourrissait des réflexions sur le prix du carbone qu'il fallait intégrer pour avoir une appréciation économique des coûts réels de telle ou telle solution énergétique, ce qu'on appelle en économie l'internalisation des externalités. Je remarque que ce débat a non seulement disparu des radars, mais qu'on a vu monter même au cours de la période récente tout un courant de climato-sceptiques, dont M. Allègre est l'une des figures de proue, et on constate que ce débat a été discrédité intellectuellement et discrédité politiquement. Il suffit de voir ce qu'est la campagne électorale que nous connaissons actuellement avec la candidate écologiste que nous connaissons actuellement pour voir que ce problème du réchauffement climatique et du nouvel ordre énergétique ne fait pas beaucoup d'effet. Je remarque même que la proposition qu'a faite Hollande de réduire la part du nucléaire, alors qu'on aurait pu imaginer que dans le cadre d'une priorité à la lutte contre le réchauffement climatique, ça ne soit pas du tout le thème dominant, tout ceci, en fait, ne suscite pas beaucoup de débats et n'entraîne pas beaucoup de polémiques, ce qui fait que probablement, dans des situations de crise comme celle que nous connaissons actuellement, crise économique, crise européenne, l'urgence du traitement des crises actuelles fait que les urgences de situations d'incertitude radicale n'ont absolument pas la possibilité d'atteindre les agendas des dirigeants politiques et des élites d'aujourd'hui. Et donc il y a une forme intéressante de conclusion à laquelle je voudrais en venir. Si par un exercice intellectuel auquel nous a convié ce Donald Rumsfeld, je ne sais pas si vous voyez le personnage de Donald Rumsfeld, c'est un être, une grande gueule, penser qu'il puisse avoir des subtilités de raisonnement comme ça m'a littéralement estomaqué. Mais au fond, ce que prouve cet exercice, c'est que l'aptitude à distinguer entre les known knowns, les known unknowns et les unknown unknowns est elle-même fonction du climat économique et du climat politique qui fait que certains problèmes sont considérés comme pertinents à certains moments. Et donc, il ne suffit pas de décréter analytiquement qu'un problème est très important pour l'avenir de l'humanité, pour que ce problème devienne central dans l'agenda, et notamment dans l'agenda des hommes politiques. Il peut y avoir des considérations qui font que des problèmes qui désignent des périls extrêmes ne soient même pas évoqués dans des situations où les gens ont le nez sur leur guidon parce qu'ils sont obsédés par le règlement des problèmes futurs. Je pense par exemple que dans les mois qui viennent, le débat sur les niches fiscales sera beaucoup plus important que le débat sur le réchauffement climatique. Et pourtant, qu'est-ce qui sera le plus décisif pour l'avenir de l'humanité ? La conclusion, elle s'impose à vous-même. Voilà, merci.